Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Gaston Maungu, écrivain, Muftaou Badarou, écrivain et journaliste, Tahirou Dembélé, chef d'entreprise et secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy-Pontoise. Et on passe tout de suite à notre zoom. L'heure est au dépouillement et à la compilation des résultats de l'élection présidentielle à Madagascar. Le vote s'est déroulé sans incident majeur, mais la rivalité et l'inimitié aussi qui opposent les deux vainqueurs du premier tour font redouter de vives tensions. Le duel oppose l'ancien président Marc Ravalomanana et And Rajawel, l'homme qui l'a renversé en 2009 à la suite de grandes manifestations. Un second tour au goût donc de revanche dans lequel les deux finalistes se sont chacun déjà déclarés vainqueurs de l'élection quelques heures seulement à peine après la fermeture des bureaux de vote. Corinne Camden. Les électeurs malgaches se sont rendus aux urnes ce mercredi 19 décembre dans le cadre du second tour de la présidentielle afin de déterminer qui deviendra le prochain dirigeant de l'île. Une affiche plutôt cocasse. En effet, l'ex-président malgache Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, l'homme qui l'a renversé lors d'un coup d'État en 2009, sont au coude à coude pour la magistrature suprême. Marc Ravalomanana est à son quasi maximum puisqu'il a une clientèle socle. Et que And Rajawel, qui est très présent dans les quartiers populaires et sur la côte, a encore des marges de progression. Donc disons que mécaniquement, And Rajawel part avec moins de handicap. Le taux de participation va être déterminant. Pour rappel, en novembre, lors du premier tour, 45% des électeurs n'ont pas voté. Ce mercredi midi, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne confirmait sur l'ensemble du territoire que la participation est en baisse de 3 à 4% par rapport au premier tour. Les gens sont assez désabusés, puis il y a beaucoup de gens qui sont analphabètes, des gens qui ne savent même pas qu'il y a des élections, des gens qui ne sont pas allés chercher leur carte d'électeur au Fouctan. Des gens qui ne sont pas du tout intéressés, voilà, donc tout ça fait une faible participation par rapport aux enjeux, qui sont des enjeux importants pour Madagascar des 5 ou 10 prochaines années. Madagascar a tenu sa dernière élection en 2013 et espère que ce sera son deuxième vote pacifique après le bouleversement de 2009. Les résultats provisoires de ce deuxième tour sont attendus le 1er janvier 2019. Les résultats définitifs devraient être proclamés par la Haute Cour constitutionnelle le 8 janvier. Alors les deux finalistes ont donc chacun s'est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. On a encore en mémoire quand même les événements de 2002 et ceux également de 2009 qui depuis ont alimenté les rivalités entre ces deux ex-chefs d'État. Tahirou Dembélé, qu'est-ce qui est en train de se jouer avec ces déclarations Andry, il m'a fait rêver en 2009. C'est pas lui qui a renversé les pouvoirs, c'est la population malgache qui a renversé ces messieurs-là. Et comment il s'appelle, Andry? Alors il est quand même accusé d'avoir fomenté. Non, il était déjà bien élu parce qu'il était maire de la capitale. Là je dis effectivement, voilà. C'est un peu compliqué ce soir, décidément. Alors il est accusé d'avoir fomenté le coup d'État. C'est pas moi qui le dis. Non, j'ai compris. J'ai compris parce que moi, j'ai compris. Je suis un fin partisan quand même d'Andry. Je pense qu'il amène les renouveaux. Il amène quelque chose que la jeunesse a besoin. Alors il était quand même au pouvoir. Oui, mais il a été au pouvoir, on va dire, 2 ans et demi, pas beaucoup, on va dire, parce qu'après ils l'ont contraint à démissionner, il est venu faire des études, ils l'ont dit qu'il n'était pas cultivé, il n'était pas assez cultivé. Il est venu, voilà, c'est ça qu'ils ont dit. Bon, il est venu, c'est pas tout à fait la raison. Mais là, je pense qu'il sera élu, sincèrement, je pense qu'il sera élu, il doit être élu, parce que les Malgaches, ils ont besoin de lui. L'autre, il a été au pouvoir pendant 7 ans, il a amené la corruption, il a été des jets privés, il veut faire quoi encore? Il veut revenir encore? Il veut faire la même chose? Non, moi je ne suis pas d'accord. Muftaou Badarou, on est quand même là avec deux protagonistes véritablement de la crise de 2009. À mon avis, comment espérer le changement? À mon avis, les électeurs malgaches, vous aurez constaté qu'il y a une espèce de désaveu par rapport à ces deux candidats. À mon avis, puisqu'ils ont un peu boudé les urnes, les électeurs, mais c'est parce que justement la population malgache, qui représente quand même sur les indications de la Banque mondiale 90%, vivent
sous le seuil de pauvreté, c'est que la population est lasse. La population est lasse. Que ce soit Ravalomanane ou Andry Rajoelina, à mon avis, la population est vraiment lasse. Parce que si on prend Ravalomanane, quand il était au pouvoir, il a promis Mohamed Veil. Il a même promis à chaque famille malgache une voiture et un frigo. Tout à fait. Et après, la population n'a pas... Il a acheté une jet privée pour lui après. Voilà, la population n'a pas vu grand-chose. Mais quand on prend aussi Andry Rajoelina, lui aussi, pendant un certain nombre de temps, il a promis Mohamed Veil. Il a promis que le Madagascar arrivera à l'autosuffisance rizicole en moins de 5 ans. Il a promis de construire des hôpitaux, des centrales solaires. Il a promis des choses vraiment faramineuses. Mais finalement, qu'est-ce que la population a pu constater? Donc, à mon avis, la population est vraiment là. Ce qu'il faut pour ces deux personnes, moi, je pense qu'il faudra que ces deux personnes, je suis peut-être extrémiste dans mes propos, il faudra vraiment que ces deux personnes s'effacent du paysage politique et qu'on passe véritablement à autre chose, un renouvellement de la génération politique, de l'élite politique malgache, pour qu'on fasse de nouvelles propositions et qu'on passe vraiment maintenant à autre chose en Madagascar. Alors, c'est effectivement la question que j'allais poser. Est-ce que le changement voulu par les Malgaches peut véritablement se faire sans un renouvellement de la classe politique, M. Maungu? Bon, en tout cas, franchement, c'est la problématique africaine qui se condense dans ces deux candidatures. Il est vrai que la population est sous le seuil de la pauvreté et c'est dangereux en politique. Vous voulez qu'on renouvelle la classe politique, mais les quelques candidats ou les quelques leaders d'opinion, ce sont ceux-là qui s'agrippent à ceux qui sont au pouvoir pour bouffer avec eux, c'est-à-dire que pour s'enrichir avec eux. Vous avez des arrivistes, des professeurs situationnistes. Ils ne connaissent pas la misère du peuple et ils n'ont pas les solutions parce qu'ils n'ont pas la carrure pour cela. Et donc, c'est pourquoi même les populations se disent on s'en fout parce que rien ne changera. Et c'est là le problème. Vous voulez qu'on recherche la nouvelle classe où? Alors, encore une fois, c'est pas moi qui en veux. Non, mais je suis en train de me poser la question. Je pense que les téléspectateurs... Oui, moi je me pose la question. C'est pas moi qui souhaite le renouvellement de la classe. C'est une question que je pose. Est-ce que le changement peut aboutir sans un renouvellement? Et ça se pose au Madagascar, c'est ça le gros problème. Évidemment, dans d'autres pays africains. Je pense que c'est possible, comme j'ai dit avec Andry, même si je le suis depuis longtemps, je pense que c'est un candidat qui amène le renouveau, malgré qu'il a été au pouvoir, qu'il a géré un peu, mais il amène le renouveau. Il avait promis quand même plein de choses, mais ce qu'il avait promis... TGV. Voilà. On l'appelait TGV. Exactement. Donc il va vite. Il va changer. C'est un jeu. Mais et puis il est volontariste, il veut y aller. Bon, moi, on va dire, si je trouve un employé ou bien quelqu'un qui me dit oui, je vais y aller, je vais foncer, je lui donne tout le plein pouvoir pour qu'il puisse le faire. Moi, je pense qu'il sera élu et j'aimerais être invité à Madagascar pour son investiture. Mais c'est là le problème, effectivement. Comme dans beaucoup de nos États en Afrique, pas seulement le renouvellement de la classe politique, mais il faut élever le niveau de la population, le niveau politique, le niveau d'éducation politique de la population. Il faut se battre pour qu'il y ait une véritable décentralisation de la vie politique. Quand nous allons réussir à faire une telle chose et que les hommes au pouvoir ne seront pas plus que la Constitution, plus que les institutions, mais que c'est le contraire, c'est-à-dire les constitutions, les institutions sont plus puissantes que ceux qui sont au pouvoir. Qu'il s'agisse même de la classe moyenne, de la classe populeuse, si la loi prime, si le droit prime, si le devoir prime, nous allons voir comment nous allons nous développer. Mais si le pouvoir caporalise tout dans la corruption, baigne dans l'impunité, tous les deux, ils n'ont rien fait et il n'y a personne pour leur demander les comptes, parce que la population va demander les comptes et fragilité, elle est exsangue. Vous voulez pas laisser terminer la population est exsangue, vous voulez que nous puissions relever le pays comment? Donc le travail qu'il faudrait faire, ce n'est pas tout simplement les élections. Franchement, il faut une très bonne éducation populaire, parce que l'éducation populaire va ramener les gens à se créer eux-mêmes du travail. L'État-providence n'existe plus depuis les indépendances. Donc, si les gens ne se prennent pas en charge et qu'on compte sur l'État, voilà ce qui nous a amené à cette banqueroute que nous retrouvons au Madagascar et dans beaucoup de nos États africains. C'est ça le problème. Franchement, je pense que vous avez raison là-dessus, mais on va dire l'Afrique a ces problèmes-là quand même. C'est le manque d'éducation partout. Ça, c'est vrai. On va dire c'est le manque d'éducation, c'est le manque des profs, c'est le manque des maîtres partout. Ça, c'est vrai. Mais je pense que la population est assez mûre maintenant, bien éveillée pour les élections, pour choisir qui y veut, qui ne veut pas. Mais
des fois, comme vous dites, les institutions, même s'ils sont là, qui sont puissants, qui sont indépendants, les pouvoirs en place est plus fort que les institutions. Oui. C'est partout. Oui, mais voilà pourquoi le choix d'un chef d'État n'apportera rien tant que ces chefs d'État qu'on met au pouvoir sont corrompus, ils baignent dans l'impunité, ils sont intolérants. Donc il faut renverser la vapeur. Tu vois, l'éducation là que l'on est tenté de décrire est plus. Peut-être que vous voyez ça seulement à, je ne sais pas, n'importe quel niveau. Le gros problème chez nous, c'est qu'il n'y a pas de décentralisation. Vous savez c'est quoi la décentralisation? C'est la capacité de gérer n'importe quel territoire, n'importe quel recoin par les populations qui sont là et qui prennent les décisions qui sont mises nationalement en application. Ça développe le pays. Mais si tout doit provenir de ceux que vous avez élus, vous allez arriver à ce qui se passe aujourd'hui en France avec les Gilets jaunes, qui ne se reconnaissent plus dans la démocratie représentative telle qu'ils l'ont élue. Donc il faut un travail de fond. Donc, les hommes politiques, quand ils ont le pouvoir, doivent faire ce travail-là. Je le décris toujours. À mon avis, l'enseignement que nous procure aussi l'élection présidentielle malgache, c'est qu'il faudra, à mon avis, fait inclus dans les codes électoraux en Afrique, qu'il faudra justement que les candidats, quand ils participent à une campagne présidentielle et quand ils sont élus, il faudra leur donner l'obligation, leur faire l'obligation de réaliser, je ne sais pas moi, peut-être 50% ou 60% de leur promesse. De leur projet de société. Absolument, parce que c'est trop facile, on est élu, on promeut une merveille, et puis on arrive au pouvoir, on ne fait rien, et on revient. Et puis c'est curieux. On vient encore que... On promet, mais on n'a pas de projet de société. Que la population vous accorde à nouveau leur confiance. La confiance, elle est brisée. Ce qui est vraiment dommage, on va dire, Ramanola, lui qui a été au pouvoir, là, son nom est difficile, et lui qui a été au pouvoir, il a fait quoi de bon? Et quand on lui a destitué, il a été destitué, mais après on lui a autorisé à se représenter. C'est ça que je comprends pas. Il n'a pas été autorisé justement au même titre que Andrade Joël à se représenter en 2013. Et là, donc c'est un peu comme sa peine, quoi. Non, c'est la misère. C'est la misère qui rend les choses impossibles. On revienne un moment sur ces déclarations de victoire par les deux finalistes. Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans ce pays instable quand même politiquement, qui a été bouleversé par de nombreuses crises depuis son indépendance. Donc là, est-ce que ce ne sont pas là des déclarations dangereuses compte tenu de l'histoire politique de ce pays? C'est évidemment des déclarations très dangereuses pour la stabilité de Madagascar. Absolument. Vous voyez que c'est ces deux fortes personnalités qui font le jeu politique à Madagascar depuis une vingtaine d'années. Et qu'est-ce que ces deux fortes personnalités ont véritablement apporté à Madagascar? C'est pourquoi moi j'en appelle tantôt vraiment au renouvellement de l'élite politique malgache. Évidemment que c'est très dangereux. Est-ce que la CENI n'a pas aussi sa responsabilité, puisque, alors, bien entendu, la CENI a bien connaissance de l'histoire du pays naturellement, mais dès le début du processus électoral, aurait pu quand même émettre certaines mesures pour empêcher les candidats de se prononcer juste après le vote et attendre effectivement la proclamation des résultats officiels. C'est un travail qui n'a pas été fait. C'est les candidats qui ne respectent tout simplement pas le code électoral. Mais évidemment que dans le code électoral, il est contenu que... Mais la CENI n'est pas assez ferme. En tout cas, la CENI malgache n'est pas assez ferme sur cette mesure. Non, mais est-ce que la CENI a ce pouvoir de les faire taire? C'est là le problème. Vous voyez que c'est deux personnes qui ont été au pouvoir. Donc ils se disent, on s'en fout de la CENI et tout ça. C'est nous les plus forts, c'est nous les plus intelligents, les plus sages, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et donc ils sont en train de préparer, je crois bien, une guerre civile. Que voulez-vous? C'est toujours ça en Afrique. C'est toujours ça. On ne va pas non plus s'avancer sur des thèmes. Voilà, je ne pense pas. Non, c'est une maladresse. Moi, c'est une maladresse. Et puis l'euphorie de la campagne, quand on finit, tout le monde pense qu'il est vainqueur. Donc après, je pense qu'il a raison, on va l'emporter. Et puis appeler à moi, quand même, je défends mon candidat, même si c'est pas le but, mais je pense qu'il faut des renouveaux, pas avec les anciens, mais bon, il y a des renouveaux qui sont bien avec ceux qui sont venus. Je pense qu'André va amener quelque chose de nouveau
au Madagascar. Alors, Andra Joel, 44 ans, Marc Ravalomanan, Voilà. 69 ans, donc deux générations qui s'opposent. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que cela se ressent véritablement dans les programmes qu'ils défendent l'un ou l'autre, Muftaou Badarou? Non, je pense que les deux ne sont pas sages. Autant le vétéran, je l'appelle vétéran parce qu'il a presque 70 ans, et autant le jeune, les deux ne sont pas sages parce que on a remarqué que durant la campagne présidentielle, vraiment, les deux, ils ont vraiment rejeté. C'est très violent. Ça a été très très violent. C'est-à-dire que voilà, ils se sont dénigrés comme pas possible, quoi. Et ils ont fait porter à l'un ou à l'autre le poids vraiment des difficultés socio-économiques malgaches. Donc les deux ne sont pas, ils sont pas sages. Voilà. La campagne, on va dire, la campagne n'a pas été sur le président du CENI a intérêt à taper du poing sur la table pour siffler vraiment la fin de la récréation. Et je pense même que la CENI avait peut-être prévu ce cas de figure, puisque la CENI avait dit non, ben, nous finalement on ne va pas attendre le mois de janvier pour proclamer les élections, enfin les résultats de l'élection du second tour. Finalement on fera ça quelques jours à l'avance justement pour empêcher les candidats, l'un ou l'autre candidat de se déclarer vainqueur. Voilà. Mais dès le sortir des bureaux de vote, voilà, chaque candidat s'est déclaré vainqueur. Donc ce qui se joue là, c'est que finalement chaque candidat n'imagine même pas la défaite finalement. C'est ça le problème. C'est dangereux quand même. C'est une bataille personnelle. Oui, c'est une bataille personnelle. Exactement, c'est ça qui est dommage, c'est malheureux pour les Malgaches parce que, comme il a dit, on aurait pu parler du pouvoir d'achat des Malgaches, parler du développement du Madagascar, mais on ne parle pas de ça, on parle des personnalités quand même du pays. C'est ça qui est un peu navrant et désolant. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. Muftaou Badarou, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste, auteur de La Vengeance d'Aïcha Kadhafi aux éditions Licht. Gaston Maungou, merci à vous également. Je rappelle aussi que vous êtes écrivain. Vos dernières publications, Conscientisons-nous congolais et la fabrication, formation et création de l'univers aux éditions Edilivre. Merci à vous également, Tahirou Dambélé. Vous êtes chef d'entreprise et secrétaire général de l'association des Maliens de Cergy-Pontoise. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, vendredi. Très belle soirée. Merci.